Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue dans le live. Partagez et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Alors, je vais aborder l'actualité. Je vais aborder l'actualité, continuer à partager. Je commence par la chanson de mon président élu, Maurice Kamto, comme d'habitude. Il y a certains qui ne sont pas contents, mais bon, voilà. Il y a certains qui n'aiment pas quand je parle de Kamto, mais j'ai choisi parmi tous les champions potentiels au Cameroun, Cabral le grand champion, Joshua aussi le grand champion. J'ai choisi parmi tous ceux-là un candidat, un grand champion qui est mon champion à moi, qui porte le meilleur projet, le projet qui est à même de faire basculer complètement le Cameroun, c'est-à-dire sortir de son état actuel pour se mettre sur le chemin du développement. Celui-là que j'ai choisi s'appelle Maurice Kamto. C'est pour ça que je commence mes lives par lui, Kamto Nogotaya, pour l'encourager. Si jamais il va tomber un jour sur mes lives, qu'il sache que le peuple est derrière lui, que moi personnellement, si Kanti Bertrand, bon, je suis avec lui. Je le soutiens. Voilà. Alors, petit problème, hein. Je vois que c'est en train de bugger. Je ne sais pas, les gens sont en train de signaler. Pour vous qui regardez, faites un tour de partage. Pour vous qui regardez, essayez d'envoyer le maximum de likes, maximum de cœurs. Le live est signalé. Même quand je ne sais pas si vous m'entendez bien. Faites-moi signe, dites-moi 5 sur 5. Dites quelque chose. Parce que là, quand je parle, j'ai l'impression que je vois les mouvements en ralenti. Il y a des signalements et tout. Pourtant, peut-être que je vais mettre ma connexion normale. Je suis en 4G, 4,5 d'après ce qu'ils ont dit. Donc, je suppose que peut-être c'est meilleur maintenant. Essayez de me faire signe, ne serait-ce qu'un coucou ou bien dites-moi 5 sur 5 pour que je me rassure que vous m'entendez et qu'on est dans l'échange, dans l'interaction, à travers vos commentaires que je vais lire évidemment. Alors que je prenne, que je télécharge déjà le lien PayPal. Ok, parfait Caroline Pégan. Alors je vais déjà rentrer dans mon propre live, vous mettre le lien PayPal. Pour ceux qui sont intéressés par le bouquin, je rappelle que voilà, j'espère, Romain, j'espère que tu vas recevoir ton bouquin ou peut-être tu l'as déjà reçu. Généralement, quand j'envoie les bouquins, ça ne traîne pas. C'est 48 heures pour ceux qui sont à l'étranger et 24 heures pour ceux qui sont en France. Donc, j'espère que ça ne va pas... ça va arriver d'ici là, j'espère. Donc, le lien PayPal est bien là présent. Le lien PayPal est là, ok. On va donc continuer. On va continuer dans le lien PayPal pour ceux qui sont intéressés.
Si vous êtes en France, ça fera 20 euros. Si vous êtes à l'étranger, ça fera 25 euros. Donc, je vais vous faire la présentation. Je commence par mon bouquin Folie et calvaire des migrants. C'est de ce livre que je parle pour ceux qui sont intéressés. Contactez-moi juste inbox. Ce matin, j'ai envoyé une dizaine de bouquins. 9 ou 10 bouquins comme ça ce matin par la poste. Donc, au fur et à mesure, j'envoie. Au fur et à mesure, et les gens qui achètent n'attendent pas longtemps. Donc, 10 bouquins, 20 euros, ça me fait quand même 200 euros. Ça va m'aider quand même. On peut pas cracher dessus quand même. 200 euros, ça fait beaucoup. Ça aide quand même. Vous voyez que j'arrive à vendre quand même. Contrairement à ce que... Il y a quelques frustrés qui disent que je suis dans la révolution pour vendre mes livres. Ok, bon, supposons que c'est tout ce que je peux faire. À ce niveau, au moins, j'arrive à m'en sortir. Eux, ils ont donc quoi d'autre à vendre? Moi, au moins, j'ai mon livre à vendre. Vous autres, vous vendez quoi? Bon, laissez-moi donc faire mon commerce. Effectivement, Zioné Machi, il veut y tourner, il va finir par comprendre. Je parle ici de Rémi Ngolo. Voilà. D'ailleurs, c'est très important la question que tu es en train d'aborder. Pourquoi? Parce que essayez de partager le live et je vais interagir avec vous. C'est pas pour rien que j'ai mis le numéro de téléphone. Celui qui va appeler, appelle. Mais déjà, qu'on me laisse peut-être 20 minutes pour développer et dire tout ce que j'avais à dire. Justement, Machi, le problème c'est lequel? Les gens n'ont pas compris la nécessité de se lever tous ensemble pour parler d'une même voix. C'est ce que le président élu ne fait que dire. Notre défaut en tant que Camerounais, ce n'est pas celui d'avoir échoué collectivement. Nous avons réussi, je vais dire individuellement. Nous avons réussi individuellement. Commençant par Kamto lui-même. Commençant par nos frères qui sont à la NASA. Commençant par nos frères qui sont avocats dans les plus grands barreaux du monde. Commençant par nos frères qui sont des grands ingénieurs, qui sont des grands inventeurs. Le problème n'est pas à ce niveau d'avoir réussi individuellement. Le problème, c'est d'avoir échoué collectivement, nous, en tant que Camerounais. Pourquoi avec tout ce cerveau? Pourquoi avec tout ce mérite? Avec tout ce que nous avons, nous n'arrivons pas à bâtir notre pays? Le Camerounais, c'est que la grande gueule. Mais quand on vient au Cameroun, on a honte de ce pays. Le Cameroun, c'est Samuel Eto'o, c'est Roger Mila, c'est Nganou, c'est le Siakam. Tu vois, dans le football, dans le sport en général, tu as les plus grands talents. Les plus grands talents, ils viennent du Cameroun. Allons sur le côté intellectuel. En Afrique, le Cameroun est presque incomparable à ce niveau. Vous avez des Camerounais dans tous les plus grands cercles d'intellectuels dans le monde. Que ce soit en astronomie, que ce soit en philosophie, que ce soit je ne sais pas dans quel domaine, vous avez les plus grands qui viennent du Cameroun. Mais le problème, c'est que nous avons échoué collectivement. On n'a pas compris que quand on se met tous ensemble, on devient fort. C'est justement pour ça qu'il faut accélérer à ce niveau. Regardez, prenons le cas Ngono par exemple. Lui, à moins qu'il soit quelqu'un qui, comme le Camerounais est ce qu'il est, à moins qu'il voit la réalité en face et cherche à la détourner ou cherche à se mentir à lui-même qu'il n'a pas tort et qu'il a toujours raison sur les autres. Il devrait se demander, mais pourquoi je suis passé de 25 000 vues, je suis descendu aujourd'hui à 1200 vues. Son dernier live, il était à 900 vues, avant que ça ne se coupe. Il devrait se poser des questions. Pourquoi j'ai chuté tant? Il devrait se remettre en question. Ce que moi-même j'essaye de faire de temps en temps. Sauf que je n'essaye de pas sur tout. Parce que si tu essaies de sur tout, les gens viendront dans ton live dire ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Il faut avoir de la personnalité. Il faut être quelqu'un qui a des convictions et qui est assis sur ces convictions-là pour ne pas basculer du jour au lendemain. Parce que vous irez toujours sur les réseaux sociaux, les gens qui viendront vous donner des leçons alors qu'eux-mêmes ne foutent rien en ce qui concerne ce combat. Et je l'ai toujours dit, je ne débat pas, il n'y a aucun débat possible, il n'y a aucun échange possible sur quoi que ce soit avec quelqu'un qui est encore caché derrière un faux profil, qui n'a jamais osé critiquer BIA et son système à visage découvert comme je le fais. On ne connaît pas ton nom propre qui est sur ta pièce d'identité. On ne connaît pas ton visage. Tu n'as jamais osé le faire. Sache que tu ne pourras pas parler du combat avec moi. Quand on parle combat, tu te tais. Je ne suis pas à ton niveau, tu te tais.
C'est aussi simple que ça. Donc même quand je vois encore un faux profil, je peux pardonner s'il est dans le bon sens. Mais quand il fait comme s'il veut me critiquer, je ne donne même pas cette occasion. Je refuse complètement parce que la personne n'est pas à mon niveau. Je ne peux pas débattre avec des gens comme ça. Tu vois, des Nandi Zulu, dans le combat depuis des années. Elle est là avec nous, elle se cache. Nandi Zulu, c'est quel nom? On ne connaît pas. Tu es de quel pays? On ne connaît pas. On ne connaît pas ton nom. Tu sors de quel pays? On n'est même pas sûr que tu es camerounaise. Même en Belgique, on est venu à plusieurs fois, plusieurs reprises. On est venu à plusieurs reprises à Bruxelles. Chez toi, manifester, on ne t'a jamais vu. À Paris, tu n'as jamais mis pied. Tu te prends pour une combattante. Tu es combattante dans ton cerveau. Tu n'es pas combattante, tu n'en es pas une. Tu es encore caché derrière le faux profil Nandi Zulu. Et c'est toi qui donnes des leçons aux gens. C'est juste pas possible. Tu peux le faire avec les autres, mais en ce qui me concerne, moi, stop tout de suite. Je n'ai pas de débat possible à faire avec toi. Je n'ai pas de débat possible. On peut encore échanger sur certaines choses, je laisse couler. Mais si tu fais comme si tu viens me donner, fais des invectives, tu viens me donner des directives, tu viens... non, je ne donnerai pas cette occasion. Donc pour revenir sur ce que je suis en train de dire, c'est important ici de faire la pression, mais de faire pression, mais de façon collective. Rémi Ngonon, à la grande surprise, a annoncé jeudi ou vendredi qu'il allait faire un live samedi. Et regardez bien par quoi il a commencé. Il a commencé par quoi? Mobilisation pour le 3 juillet à Paris. Ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Ça veut dire que quelque part, il comprend même s'il fait semblant de ne pas comprendre. On sait qu'il n'a jamais été pour Kamto. Salut Lazare Wandia. On sait qu'il est là parce que lui, il veut faire perpétuer ce système qui est en place, qui lui rend d'ailleurs un grand service. Mais il fait semblant de combattre ce même système. Mais il a ses amis au sein du système qu'il valorise tous les jours et il en est fier. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui... tu peux ne pas être d'accord avec moi. Tu peux ne pas aimer ma tête. Mon but ici, ce n'est pas de me faire aimer. Je suis suffisamment aimé par ma famille, par mes amis qui m'apprécient. Et par les autres followers qui, dans la vraie vie, qui m'ont déjà rencontré, qui savent qui je suis et qui m'apprécient. Ça, c'est ce qui est plus important pour moi. Parce que quelques vermines peuvent venir sur mon live, mettre comme commentaire. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un, je peux être contre toi aujourd'hui. Demain, tu agis dans le bon sens. Je suis là pour te féliciter, pour t'encourager. Moi, j'ai fait un post sur ma page. J'ai relayé le post de Rémi Ngonon. Rémi Ngonon fait une belle publication. L'une des rares fois qu'on voit Rémi Ngonon abonder dans ce sens. Où il dit, le trésorier du MRC Alain Fogué a été jeté en prison depuis le 21 septembre 2020 et traduit au tribunal militaire. Le professeur Alain Fogué Tédom embêtait le régime de Paul Biya en arborant les t-shirts estampillés où sont les 32 PV signés. Il est le prisonnier du mouvement non au hold-up, il est le pionnier, pardon, du mouvement non au hold-up électoral. C'est lui qui a réussi à repérer et désarmer un gendarme en civil qui s'approchait discrètement de Maurice Kamto pour l'abattre. On continue les partages, s'il vous plaît. Continuez à partager et inviter les autres. Surnommé Jack Bauer par les Sardina, Alain Fogué, professeur de relations internationales et stratégiques, spécialiste des questions de défense. Alain Fogué avait des possibilités de donner des cours à Strasbourg et cela coulait douce avec un bon salaire en France. Mais il est rentré au Biameroun pour transmettre son savoir aux étudiants de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Il était directeur de mémoire d'une étudiante qui devait soutenir le 4 juin dernier. Directeur du Centre africain d'études stratégiques pour la promotion de la paix et du développement et membre fondateur de l'International Society for Military Ethics in Africa. Et membre associé de l'International Society Military, le professeur Alain Fogué a été arrêté devant son domicile, le domicile du président Maurice Kamto, sans avoir même marché. Nous avons le devoir de marcher et manifester en France, c'est très important cette partie, pour dire à Macron, le patron de Biya, d'ordonner la libération du professeur Alain Fogué et tous les prisonniers politiques injustement séquestrés par le régime barbare du vieux lion d'Etoudi. Mobilisons-nous le 3 juillet 2021 à la place de la République à Paris. On ne peut plus clair. Rémi Ngonon au départ ne faisait pas ça. Il reçoit des coups de pression. Il sait qu'il est dans la distraction. Il doit rendre compte à ses maîtres.
Mais moi, je l'ai bien critiqué. Mais cette sortie, je félicite. Et j'ai lu, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le lis pour vous ici. Pourtant, hier, je le critiquais. C'est comme ça un homme. On ne peut pas être d'accord aujourd'hui, demain, on chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas d'accord qu'on devient des ennemis. Non. Donc, regardez cette pression et regardez à quoi ça pourra aboutir peut-être dans quelques temps. Regardez la pression, je vais parler maintenant précisément du cas de notre jeune sœur Malika. Mais je vais finir déjà, avant ça, je vais finir par la présentation de mon bouquin. Et après ça, voilà, j'ai d'autres bouquins à vous présenter. Il est important de le rappeler. Hein. Bonjour Paul Miafo. Parfois certains, il y a certains qui me font rire. Et ils pensent que mes interventions sur les réseaux sociaux, c'est tout Bertie le Camille, quoi. Ils pensent peut-être que quand j'interviens sur les réseaux sociaux, c'est tout moi ça, c'est tout Bertie. En dehors de ça, il n'y a pas un autre Bertie. Je veux bien vous rappeler que, voilà, la première sortie, mon premier bouquin. Et mon rapport à l'écriture est un rapport très profond. J'aime la pertinence, j'aime cette densité. Mon rapport à l'écriture est un rapport qui est même de l'ordre du sacré. Je suis un peu quelqu'un qui pense à l'ancienne, un peu comme pensaient des scribes, comme pensaient des grands intellectuels de l'époque. Des grands scribes de chez nous qui ont un rapport à l'écriture qui est un rapport, ça dit que qui ne considèrent pas l'écriture comme quelque chose de commercial. Parce qu'il y a des gens qui ont un rapport à l'écriture qui est un rapport, ou à la production littéraire, qui est plutôt quelque chose de commercial. C'est-à-dire qu'on fait le maximum de livres. Même si ces livres ne sont pas pertinents, on écrit parce qu'on veut vendre. On écrit parce qu'on veut faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. On produit parfois 1 ou 2 livres par an. Et parfois, il y a des auteurs, tu leur demandes, c'est quoi les titres de vos livres? Tous les titres, ils ne sont même pas capables de les énumérer. Pourquoi? Parce que ils écrivent pour vendre. Ils écrivent pour du chiffre. J'écris parce que après moi, ce que j'aurai laissé comme trace, ça sera dans mes livres. Ça ne sera pas sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un veut enquêter sur moi, si des gens, des personnes sérieuses, par exemple, veulent voir ce que je fais, qu'est-ce que j'ai déjà pu consigner, ils ne viendront pas regarder un live de moi où je parle du combat comme Tono Gotaya, non. Ils viendront ici chercher ce que je suis capable de proposer. Ils liront pour savoir exactement ce que je pense. Parce que ce qui reste encore plus important, ce n'est pas ce direct, mais c'est ce que je mettrai dans le bouquin. Je le dis pourquoi? Pour que certaines personnes comprennent. Parce qu'ils pensent que quand je viens sur les réseaux sociaux, il y a une autre vomissue là. Il parle, il bave tout le temps là. C'est Stéphanie Tchoumou là. Il parle, il fait que baver tout le temps. Je ne sais pas quelle femme peut avoir le courage d'embrasser un tel mec qui dit que je suis sur les réseaux sociaux parce que je veux me faire connaître. Ça me fait rigoler en plus. Je vais m'occuper de lui juste après ce live. Quand j'aurai fini avec des choses plus sérieuses, je vais finir ce live. Je vais en faire un deuxième pour m'occuper personnellement de lui. Donc, j'étais en train de dire quelque chose. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que je ne produis pas pour le simple but de faire du chiffre. Il est important de se mettre ça là. J'aurais pu, par exemple, là, sortir tout et n'importe quoi. Le livre est paru en 2020, notamment le 15 mai, la déclaration officielle à la Bibliothèque nationale de France. Mon œuvre est protégée là-bas, Bibliothèque nationale de France. Ceux qui veulent me critiquer là, le jour où vous aurez une œuvre protégée là-bas, revenez, on en parlera. Ceux qui critiquent, s'ils savent c'est quoi s'asseoir, commencer à écrire ne serait-ce qu'un seul article.
La différence qu'il y a, la dose de travail, la densité, l'intensité que ça impose, la charge de travail pour produire un bouquin de 244 pages. Donc, à la suite de mon bouquin, je vais vous présenter ce magnifique livre. Tous les Noirs devraient lire ce livre. Je dis bien, tous les Noirs, sans distinction, devraient lire ce bouquin. Sans distinction, je dis bien. Tous les Noirs devraient avoir ce livre chez eux. Black Jacobins. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant au niveau de la qualité de l'image. Voilà, parce que c'était... Mon écran était un peu... Donc, je vous présente ces bouquins. Pourquoi? Parce que il est important de les acheter. Ce ne sont pas mes bouquins. Hein. Je les retire dans ma bibliothèque et j'ai envie de rappeler à certains qui ne savent pas qui suis-je. Les réseaux sociaux, c'est parfois quand je me dis, ok, j'ai 30 minutes ou 1 heure de temps à consacrer à telle ou telle chose. Je le fais sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre ça. N'oubliez surtout pas que je passe plus mon temps à lire, à écrire, qu'être sur les réseaux sociaux. Je ne viens sur les réseaux sociaux, si vous voulez, par moment, quand à mes temps perdus. Parfois, j'ai envie de me reposer. Parfois, j'ai envie de changer d'air. J'ai envie de faire autre chose. Je viens sur les réseaux sociaux. Mais quand je veux faire des choses sérieuses, je passe le temps à élaborer mes textes. Je passe le temps dans ma bibliothèque. Je travaille, je lis, je me cultive, j'apprends tous les jours. Je ne saute pas un seul jour sans lire. Ça, c'est ma drogue de tous les jours, la lecture. J'écris. J'ai 2 bouquins en préparation. Je suis en train de travailler dessus. Donc, il y a des gens parfois, quand ils me voient, je suis là, ils croient que je viens là parce que le mec qui s'ennuie dans sa vie n'a rien à faire. J'ai 2 boulots, donc je suis suffisamment occupé. J'ai une grande famille en France, j'ai une famille en Afrique, j'ai tellement de choses à faire. Et je fais beaucoup de sorties, je fais des tournées sur Paris souvent, avec quelques gens qui m'accompagnent. Récemment encore, j'ai ramené des gens dans des lieux, si vous voulez, des lieux historiques à Paris. Je suis également guide, donc je peux vous amener dans la ville de Paris. Je vous montre les coins les plus connus, comme ça peut être aussi des coins, des intellectuels. J'ai fait des vidéos récemment où je vous présentais tous ces coins-là. C'est des coins que vous devez connaître. C'est des coins que vos enfants doivent connaître. Je suis allé à la Sorbonne, je suis allé au Tiermite, je suis allé plusieurs fois, je suis allé dans des musées. Je fais tout ce travail-là pour ma communauté. Je ne le fais pas pour quelques racailles qui essayent de faire comme s'ils peuvent me critiquer. Déjà que pour me critiquer, il faut avoir compris déjà certaines choses. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est bon au niveau du son, au niveau de la qualité de l'image? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Vous me mettez 5 sur 5. J'ai peur de faire tomber le téléphone. J'espère que c'est bon. Merci Anne-Marie Tchadjé. Non, c'est que les gens, pour eux, ils font exprès de cracher sur ce que je fais de bien pour me faire passer pour un Congossa man. Sauf que même si je fais du Congossa, c'est un Congossa intelligent. C'est un Congossa bien organisé, bien ordonné. Encore que d'autres peuvent le qualifier comme ça, c'est leur droit. Mais moi, je pense que rétablir les vérités, dire les vérités sur ce qui se passe dans le combat, ce n'est nullement faire du Congossa. Après, les gens disent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui compte pour moi. Donc, ce bouquin, tous les Africains devraient l'avoir. Il ne coûte pas très cher, hein. C'est juste 20 € ce bouquin. Black Jacobins, la version originale. Hein.
Les Jacobins noirs, en français, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue. Il faut lire ce bouquin pour comprendre. Il faut lire ce bouquin pour comprendre. Parce que la fierté du peuple africain, ces peuples qui ont résisté et qui ont donné la fierté au peuple noir, plus globalement, je parle des noirs ici, non seulement du continent africain, mais également de la diaspora. Ceux-là qui ont su redonner la fierté à notre peuple, c'est le peuple éthiopien, notamment. Le 3 mars 1896, avec la victoire de la bataille d'Adwa en Éthiopie, avec le roi Ménélique II, qui avait battu les Italiens. Il y avait un certain Graziani, qui s'était autoproclamé, n'est-ce pas, roi d'Éthiopie. Et puis, il y a eu tous ces épisodes-là. Mais pour parler d'Haïti ici plus précisément, si vous voulez lire, vous voulez comprendre au plus profond ce qui a poussé ce peuple à être aujourd'hui paria dans le monde, et comprendre pourquoi, avec autant d'armées les plus puissantes du monde à l'époque, l'armée espagnole, l'armée française, l'armée anglaise, pourquoi il y a eu cette déroute en terre haïtienne? C'est justement parce que il y a eu des éléments endogènes au continent africain qui ont permis à ce que, n'est-ce pas, ce peuple-là puisse se libérer. Pour la seule fois où ils se sont libérés dans l'histoire du continent africain, ils se sont libérés parce qu'ils se sont appuyés sur les forces endogènes, sur cet héritage ancestral qu'ils sont allés puiser. Ce n'est qu'à travers ça qu'ils ont pu se libérer. Le cas d'Haïti, le cas d'Éthiopie, de l'Éthiopie. Et pour d'autres succès qu'il y a eu en Afrique, notamment le cas des Mao Mao et un peu partout sur le continent africain. C'est à chaque fois parce qu'ils sortaient des grandes confréries africaines, c'est parce qu'ils ont puisé dans cet héritage ancestral qu'ils ont pu s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'ils étaient chrétiens fiers de l'être, musulmans fiers de l'être. Aucun peuple dans le monde ne l'a réussi. Il faut lire ce bouquin pour comprendre. Et c'est ce bouquin qui donne la fierté au peuple noir. C'est ce bouquin qui redonne la fierté à nos enfants. Parents comme enfants, il faut lire ce bouquin. Puissant. Les Jacobins noirs. On vous présente le noir sous une autre forme, sur une autre facette. Pas le noir qui est en train de faire des courbettes. Pas le noir qui est en train de quemander sa place. Mais quand on parle des Jacobins, quand on parle de tout ce peuple et ces exploits du peuple noir, ça redonne beaucoup de fierté. La version française avait été interdite pendant très longtemps. Il y a eu des traductions maintenant. Le livre est disponible en français, vous l'avez sur Amazon. Ça coûte 20 € avec livraison, peut-être 20, 25, 26 selon l'endroit où vous vous trouvez. Mettez-vous à la lecture. Voilà, quand je fais des sujets intéressants, je parle des choses intéressantes, des choses pertinentes. Je pourrais rentrer dans des détails encore plus profonds, plus puissants. Quand je fais ça, ça ne les intéresse pas. Après, les idiots, ils vont se mettre de l'autre côté, vous dire que, ah, il fait quoi? Il ne fait que du Congo, ça. Voilà tout ce qu'ils peuvent me dire. Quand je propose des bouquins comme ça, qui devra l'acheter pour y comprendre? Et même certains pensent qu'ils peuvent même débattre avec moi. Je vous dis tout simplement, vous n'avez pas le niveau. Puisque même dès le départ de l'échange, je vais comprendre très vite que celui-ci n'est pas à mon niveau. Je veux quelqu'un qui a au moins son niveau avec qui je peux échanger sur certaines choses. Donc voilà, Jacobin noir de Sir Laird James. Ce bouquin, je l'ai recherché pendant longtemps. Je l'ai cherché. Et puis, il y a quelques jours, je suis tombé dessus. Magnifique livre de Léon Kanga. Le titre, vous avez bien vu, c'est Lakam. Je l'ai acheté l'autre jour. C'est 30 €. Et même ça, c'est une version. Le livre a été... voilà. Il est tout neuf, mais un peu vieux en même temps. 30 €. Ça ne se... Il n'y en a pas partout. Hein. Il faut chercher. Vous avez aussi la chance peut-être. Sur Internet, vous allez voir des personnes qui revendent le même bouquin peut-être à 50 €, à 40 €. Habituez-vous à lire.
Mettez votre argent dans des vêtements, tout ce que vous voulez, c'est normal. Mais mettez aussi un peu d'argent de temps en temps dans des bouquins. Parce que tout s'y trouve. Et justement, le piège, c'est parce que nous n'allons pas dans ces bouquins-là qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Il faut aller dedans chercher, c'est ici. Passez du temps dans des bibliothèques avec vos enfants. Sortez de chez vous, allez les accompagner dans des bibliothèques. Amenez des enfants dans les librairies panafricaines. Dites aux enfants, faites votre choix. Vous prenez des bouquins de leur âge, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Vous prenez vous-même des bouquins à partir de 10 ans. Vous les lisez vous-même. Parce que si vous lisez, si vous arrivez à assimiler bien certaines leçons, vous allez transmettre ces leçons à vos enfants. Et vos enfants, ayant bien assimilé, vont aussi transmettre. Et c'est comme ça qu'on bâtit une communauté. On ne bâtit pas une communauté en faisant des lives pendant des semaines sur une affaire de quelqu'un qui s'est fait tailler son micro dans son bureau par une fille qui n'est pas, d'ailleurs, elle est, on va dire, la victime, mais elle n'est pas innocente. Parce qu'il y a des voices de cette même fille qui parlent des choses de mes clients. J'espère bien que c'est la même voix de cette dame, hein, de cette jeune fille qui parle de ses clients et de tout ça et tout et tout. On est parti d'une affaire de 180 milliards. Salut Martial Nade. On est parti d'une affaire de 186 milliards qu'on était en train de dénoncer pour tomber complètement dans le Japap de Malika et tout ça et tout et tout. Mais quand on fait des sujets qui sont intéressants, quand je propose ici ce que je suis en train de faire, je fais un travail de vulgarisation de la connaissance. Parce que cette connaissance de nos humanités classiques, c'est resté pour un siècle de personnes. Et la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est de faire qu'elle ne soit plus une affaire d'élitisme, mais qu'elle soit vulgarisée. Il y a des bouquins, par exemple, Cheikh Anta Diop expliqué aux enfants. Vous avez l'entièreté, sur moins 80-90% de la pensée de Cheikh Anta Diop qui se trouve dans un livre qui va faire peut-être 40-50 pages. On vous fait un résumé de la pensée de Cheikh Anta Diop qu'on peut expliquer aux enfants de 10 ans, 15 ans en montant. Et même ça sert aussi aux grandes personnes. Moi, je lis des bouquins du niveau 3e. Je vous ai présenté un bouquin ici la dernière fois, c'est du niveau 3e écrit par Jean-Paul Pougala. Comprendre l'histoire de l'Afrique, qui est en cours d'écriture. Je vais l'avoir bientôt. Celui que je vous présentais, c'est le livre d'histoire de 3e. Je l'ai là dans ma bibliothèque. Ce n'est que si on fait ce travail que par la suite on peut impacter. Mais je suis parfois, bon, choqué. Mais en même temps, je comprends le niveau de certains qui sont habités par la haine et la frustration. Raison pour laquelle quand je fais des lives aussi intéressants, il y a parfois très peu de monde. Mais ce peu de monde-là, c'est ce qu'on appelle de la qualité. Parce que ceux qui sont là, ne sont pas là pour rien. Parce que ce que je dis apporte un plus. Je complète parfois certaines pièces du puzzle. Je donne parfois certaines informations qui sont intéressantes peut-être pour ceux qui vont aller chercher à gauche. J'encourage également. Contrairement à ceux qui pensent que je suis sur la toile, je vous l'ai dit, je ne viens là que quand je sais que bon, j'ai un peu de temps. La plupart du temps, si je ne travaille pas, même quand je suis au travail, mes collègues des services ne comprennent pas. Ils me disent, mais passe un peu plus de temps avec nous. Oui, de temps en temps, on passe du temps, mais quand je chronomètre, tac, je dis là, j'ai 2 heures non-stop. Je suis plongé à fond dans mes bouquins, je travaille, je lis. Donc c'est parce que, effectivement, c'est ce que je voulais aborder, mais qu'est-ce qui peut faire que on accorde plus d'importance à certaines choses? Et effectivement, il ne faut pas négliger ce paramètre. Ce n'est pas un paramètre à négliger. D'ailleurs, j'ai annoncé parmi les titres, vous allez voir, j'ai parlé de ça, entre parenthèses, l'affaire Malika. Je reviens dessus, pourquoi je sors un élément de cette affaire qui m'intéresse. Ça veut dire quoi? Le peuple, à travers les réseaux sociaux, à travers, je ne sais pas, les médias au Cameroun, les gens ont commencé à se bouger suite à cette affaire. Et c'est parce que les gens collectivement ont commencé à bouger que certains journalistes, certains amis, collègues journalistes qui l'ont protégé parce que c'est le même corps
pardon, c'est le même corps de métier, les gens qui l'ont protégé parce qu'ils sont de la même ethnie, je sais pas, tribu, c'est justement parce qu'il y a cette pression-là que beaucoup aujourd'hui, des artistes et autres sont en train de retirer leur soutien, n'est-ce pas? À Martin Camus Mime. Pourquoi ils retirent leur soutien? Justement parce que ils ont commencé à comprendre qu'il y a une pression du peuple. Si le même peuple pouvait se mettre ensemble pour faire pression sur les dirigeants, qu'on ne dépense pas 10 milliards de nos francs CFA tous les mois pour aller tuer nos anglophones sous prétexte qu'ils sont seulement anglophones et ils ont demandé à se séparer du Cameroun. Qui n'était pas d'ailleurs la revendication de départ. Au départ, c'était les meilleures conditions pour les anglophones, les avocats, les enseignants et tout. Ça a été réprimé dans le sang. Les étudiants ont été humiliés. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui, 5 ans après, des milliers de morts. Et tout ça pour l'orgueil, pour la gloire d'un seul président qui est assis au pouvoir depuis 40 ans et qui a pratiquement 90 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'armée camerounaise? Ce n'est pas une affaire à négliger parce qu'il y a des affaires de mœurs. Évidemment, ça fait tomber même les plus géants. Le monsieur du cinéma Harvey Weinstein des États-Unis qui faisait la pluie et le beau temps à Hollywood est en prison aujourd'hui. Il sortira, je crois, quand il aura 80 ans, quelque chose comme ça. On lui a donné, je crois, 30-37 ans de prison, quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est une affaire négligeable. L'affaire DSK avec Nafissatou Diallo, je crois, et tout qui avait fait. Je ne dis pas que c'est quelque chose de négligeable. Mais je suis en train de tirer un élément. Je dis pourquoi aujourd'hui Thierry Gongam, journaliste, a retiré son soutien à Martin Camus Mime. Pourquoi Moustique Charismatique qui est en train de faire, pourquoi Malox, qui est bien un orgueilleux, a retiré son soutien à Martin Camus. Pourquoi tous ces gens-là sont en train de présenter déjà des excuses. Je vais revenir dessus, c'est la deuxième partie. Je finis la présentation du bouquin. Donc je vous présente ce bouquin, Léon Kanga. Là, ça coûte 30 €. Vous pouvez l'avoir, c'est possible de l'avoir. Je l'ai pris récemment quand j'étais de passage à la librairie Taméry. Le carnet d'initiation, non, l'ACAM ou le carnet d'initiation au savoir-être et au savoir-vivre Bamileke. C'est ce qu'on appelle les enseignements de la colonne vertébrale d'un peuple. Comment on devrait être. Et ce n'est pas seulement une affaire de Bamileke, mais c'est une affaire des Africains. Parce que les mêmes valeurs qu'on partage, les mêmes valeurs de travail, les valeurs du respect des aînés, toutes ces valeurs-là, du respect de la femme, du respect des enfants, la transmission des connaissances, des savoirs, et l'ensemble de tout ça, n'est-ce pas? C'est l'ensemble de tout ça qui est mis dans ce bouquin. Et ce qui est valable au Cameroun pour le peuple bamileke est également valable. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, champion là, quand je fais les directs comme ça des fois, il aime toujours m'embêter, vu que je m'occupe de lui. Alors, c'est pas que pour le peuple bamileke, ce qui est là, est écrit ici, est valable également pour le peuple bassa, est valable pour le nordiste, est valable pour le Nigérian, est valable parce que la plupart, si vous avez lu Unité culturelle de l'Afrique noire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'arrive. Je veux m'en occuper. Tu as compris? Ne pleure plus d'eau. Oui, j'arrive. Je veux m'en occuper. Tu as compris? Donc, avec une préface de Jean-Baptiste Foto-Djemo, les éditions du Chabel, je vous lis la 4e de couverture. Le Lakam, retraite sacrée des forts Bamileke, est un antre, mais il est aussi le repère. Repère, R-E-P-E-R, et le repère, R-E-P-A-I-R, d'une société faite de codes, de symboles, de non-dits, d'interdits, qui sur la fin forge la culture et la manière de voir ou la vision du monde, d'être des hommes, des peuples du Grassfield. Le Lakam ici est moins une arrivée qu'une direction,
une voie, un parcours initiatique plutôt qu'un acquis initial. Dans cet ouvrage où l'auteur a puisé aux sources mêmes de tout ce corpus de tradition, il y a un souci, mettre en écrit un ensemble d'us et coutumes transmis depuis des siècles par la tradition orale et qu'on a l'impérieux devoir de consigner par écrit si on ne veut pas les voir disparaître à l'usure du temps. Retour aux sources et bréviaire des traditions ou soutien de recherche. Ce livre, dont voici la deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, est un passage essentiel pour connaître et comprendre cette civilisation à la lisière des peuples soudano-sahéliens et bantous. Fils des montagnes de l'Ouest Cameroun, ça c'est sa description, cet administrateur des postes et télécommunications de formation est également un diplômé en anthropologie de l'Université de Yaoundé 1. Léon Kamga compte déjà à son actif plusieurs essais ethnographiques consacrés aux spécificités culturelles des peuples de la dorsale de l'Ouest Cameroun. Achetez-le. Lisez-le. Je dis bien, ce n'est pas important seulement pour le peuple bamileke. Vous avez le Lakam, ça c'est un pays bamileke. Vous aurez en pays Bassa ce qu'on appelle le Mbok. J'ai également un autre ouvrage sur le Mbok, je vais vous le sortir une autre fois. J'ai également, il y a d'autres sur la spiritualité de le Mbok chez un pays Bassa. Vous avez d'autres sur le peuple Sawa. Je vais dire le peuple Douala en général, parce que les Bassa sont des Sawa. Bassa, Malimba, les gens du sud-ouest, tous ces gens-là, voilà. Ils forment l'ensemble de ce qu'on appelle l'aire culturelle Sawa. Il y a 4 grands aires culturelles au Cameroun. Les Grassfields, les zones de montagne. On a la zone sahélienne dans le nord, sahélo-sahélienne dans le grand nord. On a la côte sur l'Atlantique, qu'on appelle le... Non, le petit m'embêtait juste. Ouais, on m'a tapé, c'est les trucs des enfants. Voilà. Donc, il y a l'aire culturelle Sawa. Sawa ici, ça englobe tout ce qui est Bassa, Douala, Abo, Mbo, Malimba et tout ça. Voilà. Vous avez de l'autre côté l'aire culturelle Fambeti Boulou, les peuples de la forêt. Et donc, ce qui est ici est tout aussi valable. Même si chez les Peuls, vous allez retrouver ce qu'ils appellent le Poulapou. Vous pouvez également trouver des ouvrages sur le peuple Peul. Et même pas seulement les Peuls du Cameroun. Parce que quand on parle des Peuls ici, les Peuls sont dans l'ensemble de ce qu'on appelle l'aire. Le Grand Sahel. Ils sont dans ce qu'on appelle le Grand Sahel. Et le Grand Sahel ici englobe 5 à 6, 7 pays. Et vous allez voir, vous avez le même peuple Peul. Au Cameroun, vous aurez les Peuls au Nigeria, vous aurez les Peuls au Tchad, vous aurez un peu partout au Mali. Les Peuls sont pratiquement dans une dizaine ou une quinzaine de pays en Afrique. Ils ont donc ces valeurs-là. Et l'ensemble de tout ça est régi par cette société, par des lois, des règles, des interdits, des choses comme ça. Ils ont appelé ça chez eux la colonne vertébrale. Ils appellent ça le poulapou. Vous aurez également cette vision du monde, ce qu'on appelle la cosmogonie. Différent ici de la cosmologie. J'étais déjà revenu dessus. Donc, quand il s'agit des sujets comme ça, qui sont intéressants, des sujets qui interpellent, des sujets qui font appel ici, voilà, qui mettent en, voilà, qui poussent à la réflexion, ils ne sont plus là, ils ont tous des guépis. Après ça, je vais faire un live pour dire certaines vérités, rétablir certaines vérités, peut-être dans le combat. Boum, ils seront là, versés à écouter. Oh, c'est typiquement camerounais. Vouloir réduire les autres. Mais je me place très haut. Je dis, mais alors très très haut. Les Bantous ne sont pas des véritables peuples de la forêt. Ils ont usurpé ce titre au Baka. Les peuples de la forêt sont évidemment des peuples Baka. Baka, c'est juste une appellation. Baka, ici, bon, c'est les Pygmées. Et les Pygmées, ils sont dans 14 pays en Afrique. Il faut aussi le savoir. Ils sont dans 14 pays pratiquement, les Pygmées. N'est-ce pas? Et maintenant, Bantou ici, on ne peut pas dire Bantou comme si les Bantous étaient... Bantou ici, il est important de le préciser. Je vais le répéter, mais je l'ai déjà dit peut-être 1 ou 2 fois dans mes lives ici. Je vous précise ceci.
Bantou est tout simplement un nom. Quand vous regardez la définition sur Google, on vous dit les Bantous, c'est ce peuple d'Afrique descendu de la Nubie ancienne, Soudan actuel, et aussi de l'Égypte antique et tout, qui sont descendus, mais qui sont situés aujourd'hui entre les pieds de la montagne du mont Cameroun, jusqu'à chez les Ndébélé en Afrique du Sud. Et c'est une longue migration qui a duré pratiquement plus de 1000 ans. On appelle ça les peuples bantous. Mais je rappelle ici que le mot bantou vient d'un anthropologue allemand qu'on appelle Wilhelm Blick, qui lui arrivé en Afrique ne comprenait pas des langues, ne comprenait pas des codes. Et nos parents, notamment au Congo, salut Caroline de Turin, et qu'ils appelaient les hommes, ils disaient Ba, Ntou. Ba ici, c'est le préfixe, Ba veut dire le pluriel. Quand on dit Bangante, c'est-à-dire les Ngante, les gens qui ont refusé la soumission. Ba Fuchu, Ba, vous allez toujours voir devant, Ba Congo, c'est-à-dire les gens d'eux. Donc lui il dit, quand il disait les ancêtres parlaient en Congo, quand il disait Ba Ntou, Ntou ici qui est l'humain, lui il a conclu que c'était Bantou. Il a dit ça comme ça et puis le mot a été adopté. Aujourd'hui on parle de Bantou, mais ça vient de l'anthropologue allemand Wilhelm Blick. Ça n'a rien à voir avec ce que nos parents évoquaient, ce que nos parents pensaient. Ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, les gens sont même allés jusqu'à créer en disant que les Bamileke sont des semi-bantous. Semi-bantous, ça veut dire des demi-êtres humains. Je ne sais pas si au fond les gens se rendent compte de la bêtise. Mais c'est des choses qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Là, c'est un autre Bertie le Kamik, là, complètement différent. Alors, il y a des gens. Bantou veut dire tout simplement des humains. Voilà. Aujourd'hui, Bantou signifie autre chose. Je suis revenu sur l'étymologie du mot. N'est-ce pas? Non, Ba, ça ne veut pas dire le peuple. Ba, ça veut dire les gens. Ba, c'est le pluriel. C'est le pluriel. Donc, je vais vous présenter ce magnifique livre que j'ai acheté récemment. Je l'ai cherché pendant un bon bout de temps. C'est des classiques, hein? C'est un classique. Il faut le lire, celui-là. Il ne faut pas le louper. C'est de Joseph Kizerbo. C'est lui qui a écrit le deuxième tome, le tome 2. N'est-ce pas? C'est lui qui a écrit le tome 2 de l'histoire de l'Afrique. Qui a pratiquement 9 tomes. Il était monté, je crois, jusqu'à 10 et c'est traduit en 18 langues, et, y compris le Haoussa, le Lingala, le Swahili et tout. Donc, l'ensemble des écrits, même si ici, il y a un côté financement par l'UNICEF, c'est l'UNICEF qui a financé cela, mais malheureusement, vous aurez dans l'histoire de l'Afrique, c'est-à-dire beaucoup d'experts qui sont européocentristes, mais qui s'appellent des africanistes, c'est-à-dire qui viennent écrire l'histoire de l'Afrique à notre place, nous, Africains, qui viennent raconter notre histoire. Alors qu'ils sont sur un continent qui est tellement vaste, qui a 54 pays, qui a plus de 5000 langues. Et quand on prend ici en compte les langues étrangères, on a des pays anglophones, lusophones, arabophones, francophones et tout ça. Mais ils n'ont pas tenu compte de ces réalités. On nous ramène quelques experts, soi-disant, qui maîtrisent l'Afrique. Ils ne parlent aucune langue africaine. Ils ne comprennent pas parfois nos traditions, mais qui sont venus écrire une partie de l'histoire du peuple africain. Ce qu'on appelle les africanistes européocentristes. Donc ce sont ces gens-là, ce sont ces experts. Parmi eux, évidemment, il y a des gens qui sont crédibles. Hein. Parmi eux, je ne dis pas que tous sont des crapules, comme les Olivier Pétré-Grenouillot, ou bien les Antoine Glaser, et tous ces africanistes-là qui sont sur le continent africain en train de les Pierre Péan et tout ça qui se remplissent les poches, alors qu'en réalité, ils n'ont pas cet amour-là pour le continent africain. Donc, parmi ces éditions, il y a le tome, parmi tous ces tomes-là, il y a le tome 2, de l'histoire de l'Afrique, qui est écrit par Joseph Kizerbo. C'était un Burkinabé, brillant intellectuel. Donc, voici son ouvrage.
certainement le plus connu. Histoire de l'Afrique noire. Pourquoi il dit Afrique noire? Allez comprendre à l'intérieur. Président de la Commission nationale de la Haute-Volta et tout. Bon, son parcours, son CV, c'est long comme un bras. Brillant intellectuel. Donc, je n'aurai pas le temps de tout lire. Je vous présente juste le bouquin si vous êtes intéressé. Lui, il fait pratiquement... là, ça fait presque 800 pages. Hein. Mais tout est bien expliqué à l'intérieur. Tout est bien détaillé. Vous avez des photos. Vous avez tout à l'intérieur. Le rapport de l'Afrique avec l'Occident, les différents héros africains. Là, par exemple, vous l'avez là, par exemple, Béhanzin. Vous avez, voilà, les civilisations africaines. Vous avez pratiquement tout dans le bouquin. L'origine des peuples. Même si ça vous prend 3 mois, 2 mois pour lire, vous prenez le temps de tout lire. Ça, je sais que c'est difficile. Et je sais que pour l'Africain, lire, c'est tout un problème. C'est pour ça qu'ils ont tout mis de bon. Tout ce qui est bon, ils ont mis ça dans les bouquins. Et nous, on n'est pas là à lire. Il y a parfois des gens qui achètent même mon bouquin. Je sens que bon, il achète, c'est pour me faire peut-être plaisir. Il achète peut-être pour offrir à quelqu'un. Parfois, ils achètent, je dis, bon, ok, tu as combien de pages? Tu as lu, il y a quoi peut-être que tu ne comprends pas, que tu voudrais que je t'explique par exemple. Ils sont peut-être à 20 pages, après ils arrivent à 50 pages. Il y en a qui... Évidemment, il y a ceux qui le lisent en deux jours, pardon. Il y a ceux qui ne le lisent pas, ou bien voilà. Beaucoup d'Antillais, Haïtiens et autres commencent... Les gens font toujours la différence. Hein. Les Haïtiens sont des Antillais. Il ne faut pas mettre Antillais d'un côté et mettre Haïtien de l'autre. Les Antilles, c'est un ensemble qui a 27 îles. Il y a 27 îles aux Antilles. Mais comme nous sommes, nous, francophones, on a fait des Antilles une affaire de Guadeloupe, Martinique. Non. Il y a des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Il y a des Antilles néerlandaises, il y a le Suriname. Il y a plusieurs de ces... Il y a des Antilles même danoises. Il y a des pays anglophones dans les Antilles. Mais ils ont fait croire que les Antilles, ça se limite à Guadeloupe, Martinique. Et c'est exprès, en fait, qu'ils ont retiré Haïti. Or, Haïti même, c'est le cœur même des Antilles. La mer des Caraïbes. Tous ces pays qui sont autour de la mer des Caraïbes. Mais c'est dû à quoi? C'est un mépris de la France. Parce que, étant jalouse, cette France-là qui a été humiliée à Haïti, ça faisait 210 ans qu'aucun président français n'avait mis pied à Haïti. Sarkozy allait là-bas en 2010. Et je rappelle qu'il y a 200 ans, il n'y avait pas mis pied. Pourquoi? Parce que Haïti représentait, c'était le symbole de la défaite française, de la défaite espagnole et de la défaite anglaise. Un peuple qui s'est révolté, qui a créé son propre territoire et qui a mis dehors tous les colons. Tout ça, vous allez le retrouver dans le bouquin que je viens de vous présenter, les Jacobins noirs. Et donc, il y a cette frustration côté français et ils font dans ce que j'ai expliqué ici la dernière fois, la catharsis collective. Tout ça est fait exprès. C'est-à-dire que on vous présente des images tristes d'Haïti, un pays pauvre, un pays qui souffre. On le présente tous les jours aux Martiniquais et aux Guada, Guyanais également. Mais la Guyane ici, c'est pas les Antilles. La Guyane est voisine au Brésil, donc en Amérique du Sud. Et il y a la Guyane française, il y a la Guyane, je crois, anglaise et tout. Il y a 2 Guyanes divisées. Et donc, quand ils présentent ça, c'est pour créer un choc. Un choc psychologique. On les prépare en leur disant, attention, Antillais, je vais dire Guadeloupéens, Martiniquais, attention, si vous voulez prendre votre indépendance vis-à-vis de la France, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Haïti est pauvre, Haïti est menacé, Haïti est ceci, Haïti est cela. Vous allez être misérable comme Haïti, et pour venir les Haïtiens, et pour venir en France, vous aurez besoin désormais d'un visa. Alors que vous êtes déjà français, vous êtes né français. Ne renoncez pas à votre nationalité. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup d'Antillais, qu'ils se mettent au-dessus des Haïtiens pour dire, bon, vous n'êtes que des pauvres et tout. Évidemment, c'est ceux qui n'ont pas compris. Mais un Haïtien, tu ne pourras pas le comparer à un, je sais pas, un Martiniquais ou à un Guadeloupéen. Ceux qui n'ont pas compris, n'ont pas compris. Mais l'Haïtien, c'est un homme authentique. Si vous avez côtoyé les Haïtiens, c'est des gens entiers. Les Haïtiens, c'est des gens qui ont une certaine fierté. Vous n'allez jamais comparer avec nous. Les autres sont dans leur tête française. Ils ont du mépris. Ils sont condescendants parce qu'ils se disent quelque part, oui, bon, je suis français.
Comme mon pote d'ailleurs, mon collègue de service qui est martiniquais, qui me disait, ouais, je suis français, je suis fier de l'être. Je n'ai pas besoin de visa pour venir en France, j'ai le passeport français et j'ai des allocations familiales. Et imaginez si un jour, nous on prend d'autres indépendances vis-à-vis de la France, on sera très pauvre, on n'aura plus de passeport français, on n'aura plus nos allocations. Et qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas cette France-là? C'est fait exprès. C'est fait exprès. On fait peur, on sème la panique au sein des populations pour leur dire attention. Vous voyez tout ce qui se passe en Polynésie et tous ces pays aujourd'hui, il y a beaucoup de blancs qu'on envoie de la métropole pour aller faire une sorte de colonisation. C'est pareil, ce qui se passe à La Réunion. La Réunion, aujourd'hui, il y a plus de blancs et plus de métis. Mais les noirs, même réunionnais, ont presque disparu. Tout est fait exprès. C'est-à-dire qu'on crée ce choc-là pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus, de moins en moins, de gens qui demandent, qui réclament leur indépendance. C'est de ça qu'il est question. Et il y a des gens qui sont payés et qui sont assis dans des laboratoires de géostratégie partout ici en France et qui pensent comment, sans oublier, il y a 5 îles qu'on appelle les îles éparses, les îles qu'il y a juste à côté de Madagascar qui sont les propriétés de la France. Ce qui a d'ailleurs créé à l'origine de la brouille diplomatique entre Madagascar et la France. Vous avez vu récemment le président malgache, il était ici en France, il a tenu un discours et quand il tenait son discours, il n'a pas eu peur de parler à la France. Il a cité les héros malgaches qui ont été humiliés. Il a parlé de la bataille qu'il y a eu chez eux, pratiquement 90 à 100 000 morts, par Gallieni qui allait massacrer les malgaches. Il a parlé de Ramé Mananjara, il a parlé de Raseta, de Ravwangi qui avait été humilié devant son peuple. Et tous ces gens, qui sont des héros qui ont travaillé pour la libération. C'est un peuple qui est encore jusqu'aujourd'hui traumatisé, les malgaches, par la violence coloniale française. Donc, pour revenir donc sur cette partie de notre sœur, j'ai présenté les bouquins, j'en ai terminé. Je vais parler de cette partie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec la pression, avec tout ce qu'il y a donc à côté, il y a des gens qui ont soutenu Martin Camus Mime parce qu'il se disait, ah bon, ça sera toujours comme avant. Sauf que les choses sont en train de changer, il y a des prises de conscience. Ce que nous faisons comme sensibilisation tous les jours, il ne faut pas croire que ça ne passe pas. Le message passe. Les gens de plus en plus comprennent. Les gens de plus en plus s'intéressent. Il y a une pression pas possible. Même Fleur de Lille, elle s'est levée, boum, elle a commencé à dire, oh, je ne peux pas soutenir cette fille, c'est un waka. Oh, je ne peux pas ceci. Effectivement, en ce qui concerne Haïti, il y a des brillants haïtiens, même si parmi eux, il y a encore des gens, effectivement, oui. Il y a des gens qui sont en train de travailler très dur et qui sont en train d'écrire la vraie histoire d'Haïti. Voilà par exemple un magnifique bouquin qui en parle. Il y a des penseurs, des grands historiens qui sont en train de travailler sur toutes ces questions pour établir la vérité historique, loin de ce que la France a raconté. Je vous avais présenté un bouquin ici la dernière fois, ça coûte juste 11 euros, 11,50 €, 12 €. Achetez-le, vous le lisez. Si vous avez déjà la culture nécessaire, vous avez suffisamment fait un travail sur vous, vous avez lu d'autres bouquins, par exemple, vous avez essayé de faire des comparaisons, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce qui est raconté dans le livre Histoire de France pour les nuls, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mensonges historiques, il y a beaucoup de manipulations à l'intérieur. Et je crois que j'étais revenu ici avec quelques détails pour vous expliquer. C'est-à-dire dans l'histoire officielle de France, ils nous disent que Napoléon, au bout d'un moment, s'était retiré à Sainte-Hélène, il allait se reposer. Mais ce qui n'est pas vrai. Quand il a perdu la guerre, la bataille de Waterloo, il a été humilié, il a été arrêté et fait prisonnier à Sainte-Hélène, qui est une petite île ici, à côté de la Namibie, donc c'est en Afrique. Alors qu'ils ont passé leur temps à humilier le peuple noir, c'est finalement là-bas qu'il s'est retrouvé et il était encerclé, il ne pouvait pas sortir de cette île. C'est des Anglais qui contrôlaient, parce que Sainte-Hélène, c'est une île anglaise. Mais dans l'histoire officielle, ils disent qu'il s'est retiré. Il y a une différence entre se retirer à Sainte-Hélène et être fait prisonnier à Sainte-Hélène. La nuance est au niveau de ces petits mots qu'ils utilisent et tout est fait exprès. Ils vont par exemple parler du débarquement en Normandie, mais c'est fait exprès. Parce que quand ils parlent du débarquement en Normandie, ce n'est pas la phase la plus importante du combat. Mais comme c'était, d'après ce qu'ils présentent, quelques blancs américains, super armés, qui sont venus défendre la France, il vaut mieux présenter cette France-là libérée par des blancs américains, plutôt que présenter cette France libérée par des noirs. C'est une honte pour eux. Et il faut comprendre ces manipulations. C'est pour ça qu'ils disent,
Ils parlent beaucoup plus du débarquement en Normandie, qui était par le nord, par la côte. Ils parleront plus de cela. Mais alors, ceux qui sont même venus mourir dans ce débarquement, c'était des Noirs américains. Mais comme on dit américains, on pense plus aux Blancs américains. Il y avait quelques Blancs qui étaient des chefs et tout ça, qui avaient été envoyés. C'est des Buffalo Soldiers. Quand on veut envoyer des Américains mourir pour une cause, on n'envoie pas des Blancs américains. On envoie des chairs à canon qui sont des nègres. C'est aussi simple que ça. Il ne parle plus du débarquement en Normandie, mais il ne parle pas des positions allemandes, des positions russes à l'Est qui étaient en train de combattre l'Allemagne. Ils ne parleront jamais de ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans tout le bouquin, ils n'ont pas parlé de la bataille de Bir Hakeim, qui était la bataille la plus déterminante. C'était la clé du combat pour libérer la France. La France n'a pas gagné la guerre. La France est un pays qui a été libéré par des soldats alliés qui sont venus d'Afrique et qui ont battu des soldats allemands qui étaient placés dans la guerre, dans le désert en Libye. La position stratégique. Et c'est cette position stratégique allemande qui a été défaite par qui? Par nos parents qui sont morts à Bir Hakeim. C'est en Libye. Il y a même un métro ici. Quand vous arrivez en bas de la tour Eiffel, vous allez voir là, je crois c'est la ligne 2 ou 6 comme ça, vous allez voir le métro Bir Hakeim. Discrètement, ils ont mis la Bir Hakeim. Mais il faut cliquer sur Internet pour savoir que veut dire Bir Hakeim. Ça symbolise cette bataille. Et c'est quand nos parents ont battu les positions allemandes avec le général, on l'appelait le renard du désert, on l'appelait Rommel, que Hitler s'est rendu compte que c'était une erreur gravissime pour lui de négliger ces contingents qui venaient d'Afrique pour libérer la France. Et donc Hitler a donc voulu par la suite maintenant conquérir les territoires africains qui ont aidé la France à se libérer, notamment le Cameroun, Centrafrique, Congo, Tchad et tout cela. Il y a le brillant livre de l'autre qui en parle, le professeur Kouma Ndoumbe III, Hitler voulait l'Afrique. Il faut le lire également. Ça, c'est là où moi je deviens très intéressant. Je deviens même très dangereux même. Mais après, quand je rentre dans d'autres sujets où je parle d'études du combat, il y a quelques petits nègres, quelques vermites, quelques vomissures qui peuvent se permettre de venir me tutoyer. Je suis en train de faire un vrai travail de sensibilisation, de conscientisation. C'est ce qui est important pour la suite de notre combat. Parce que le combat n'est pas que physique. Le combat est spirituel, le combat est métaphysique, le combat est sur tous les terrains. Puis, c'est le sort réservé à ces tirailleurs après leur service. Effectivement, Hervé Yonke. Donc, tout est fait exprès. Je prenais l'exemple d'Haïti, de l'Éthiopie et tous ces pays pour que certains puissent comprendre. Donc, vous avez vu, puisqu'il y a cette mobilisation, les gens se sont rassemblés autour de la jeune fille Malika. Ça fait que maintenant, il y a beaucoup de pression. Et donc, ceux qui ont hier. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui manque au peuple camerounais. Il y a quelque chose qui manque dans notre communauté. Les gens ne savent pas ce que c'est que le mea culpa. Les gens ont honte de dire pardon. Les gens ne savent pas dire s'il te plaît. Les gens ne savent pas dire excuse-moi. Les gens ne savent pas dire « pardonne-moi ». On peut commettre une erreur, on commet tous des erreurs. Mais il est important de venir dire aux gens « sur tel plan, je me suis trompé. Mes chers frères et sœurs, excusez-moi ». Vous avez donc les Thierry Ngongan qui disent non, contrairement à ce qui a été annoncé, ils commencent à embrouiller le français, embrouiller. Dit simplement, je retire mon soutien à Martin Camus Mime parce qu'il y a des éléments concordants qui prouvent qu'effectivement, le monsieur est un pervers sexuel. Je m'excuse auprès du peuple camerounais. Pourtant, ça aurait été la chose la plus facile. Il embrouille tout le monde. Parce qu'il dit pardon aux Camerounais. Si le Camerounais te dit pardon, dis au Camerounais excuse-moi. C'est tellement lourd. C'est quelque chose qui pèse. Moustique charismatique, il fait la tête depuis 4-5 jours. Il est complètement acculé sur son poste, sur son mur. Les gens l'insultent de toutes parts. Il a affiché son soutien à Martin Camus Mime, mais tu peux afficher ton soutien. Demain, tu te rends compte que le mec est un pervers sexuel. Tu retires ton soutien. Ça ne sert à rien de vouloir camper sur tes positions alors que tu sais que tu as tort. Ça, c'est notre problème.
On ne sait pas dire pardon. Ils ne savent pas se regarder dans un miroir et se dire, mais quelque part, je me suis trompé. Excusez-moi. Lady Ponce fait la même chose. Celle-là, à peine qui sait même écrire quelques phrases correctes en français, elle veut aussi venir dans le français embrouiller les gens. Lady Ponce dit que je me suis trompé, on passe dessus. Elle dit non, contrairement à ce qui a été annoncé, je crois qu'il y a certaines parties de mon message qui n'ont pas été très bien compris. Non. Lady Ponce dit ouais, je me suis trompé. Parfois, c'est des mots tout petits, c'est des simples mots. C'est parfois des trucs mais qui sont d'une certaine puissance. Qui sont des mots libérateurs. Quand tu dis ça, après tu te sens toi-même léger. Mais quand tu mens, tu continues de mentir. Les gens te regardent, tu mens en pleine journée. Martin Camus Mime va s'asseoir sur une chaîne de télévision, le Mille Collines, pour dire que c'est pas de sa faute s'il est un bel homme, un séducteur. Mais je ne sais pas si le monsieur, quand il rentre chez lui, il se regarde dans un miroir pour voir s'il est vraiment beau. Je me pose souvent des questions sur les sorties des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Tantôt, son ami était qui fait un truc. Il pond des excuses. Après quelques minutes, il les supprime. Après, encore l'autre s'abonde dans le même sens en disant oui, il avait raison. Ils embrouillent les gens. Il va ici, il dit une chose, de l'autre côté, il dit le contraire. Et il y a des idiots qui sont là pour encourager. Il y a même des gens qui ont dit que c'est mon frère du village. C'est mon frère Bassara, je suis avec lui jusqu'à la gare. Pourquoi vous ne parlez pas de l'affaire Paul Chouta? Oh, vous vous acharnez sur lui parce qu'il n'est pas tontinard. Oh, vous vous acharnez sur lui parce que ce n'est pas un Bamileke. On veut tout tribaliser. Martin Camus Mime n'est pas la victime. C'est la petite fille Malika qui est la victime. Si c'est même une vendeuse de piment, même si elle faisait n'importe quoi, elle ne vous a pas donné l'autorisation de publier ses photos nues sur les réseaux sociaux. À ce niveau-là, elle a droit, elle a raison, c'est la victime. Le cas Paul Chouta est la victime. Pourquoi? Parce qu'il est arrêté. On saisit son téléphone, sa pièce d'identité, sa caméra, ses cartes mémoire et tout. Et il arrivait que quand il s'amusait peut-être, je ne sais pas, avec sa copine ou une fille qu'il a pris quelque part, ça lui faisait plaisir de se revoir en vidéo en train de faire l'amour à cette fille. C'est son droit, sauf qu'il faut que ça reste dans le cadre privé. Celui qui commet l'erreur, c'est celui qui ramène une affaire privée sur les réseaux sociaux. Et donc, Paul Chouta avait fait un post à sa sortie de prison. Il a dit, soyez prêts parce que malgré qu'ils m'ont libéré, ils sont en train de me faire un chantage. Ils ont donc toutes mes vidéos et ils vont les mettre dehors une à une. C'est les services secrets camerounais après exploitation. Il a bien prévenu et donc ces vidéos sont donc dehors. Il est la victime. Ce n'est pas le cas. Martin Camus Mime, qui ment d'abord que ce n'est pas lui. Ces gens sont venus dans mon bureau, je ne les connaissais pas. Après, il dit encore que non, je les connaissais et la fille, elle m'a envoyé un message. Ils ont des numéros WhatsApp, ils ont leur groupe WhatsApp entre eux, des pédophiles, des pervers sexuels. Le groupe WhatsApp s'appelle quoi? Déconnons un peu. Donc, ils ont leur groupe entre eux, ils baptisent les gens, on couche avec tel, couche des pervers sexuels, ils sont dans leur monde. Et c'est les sectes qui dirigent le Cameroun. Ce sont ces pervers-là qui sont au pouvoir. Ce sont les mêmes qui soutiennent le régime. C'est lui qui dit que Paul Biya est le meilleur. Mais demain, quand il est dans un aéroport, il veut voyager. Il dit que, ici, on n'a pas réservé un espace pour les handicapés. Mais lui, il trouve que c'est en même temps le meilleur système. Quand ça ne l'arrange pas, il critique. Quand ça l'arrange, il dit que c'est le plus beau pays au monde. Parce qu'il ne pense qu'à lui. Il vient mentir. Il dit que non, les gens veulent le renverser. Oh, les gens sont jaloux de lui. Les gens veulent le détruire. Et maintenant, on veut faire de ça une affaire tribale en disant que non, on le critique plus parce que c'est une affaire de tribalisme. Pourtant, ça n'a strictement rien à voir. Voilà une explication simple que je donne pour le cas Paul Chouta. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. J'ai même encore quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure en me disant « Oh, pourquoi vous parlez plus de l'affaire Martin Camus et vous laissez derrière Paul Chouta ?»
Paul Chouta, c'est la victime du système, du régime qui t'écrase, comme ce même régime aussi m'écrase. Voilà pourquoi nous dénonçons tous ensemble. Mais on ne dit pas qu'il a raison de faire une vidéo. Bon, heureusement, le visage de la fille n'est pas peut-être très visible. Je suis tombé sur la vidéo l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Mais ça n'a strictement rien à voir avec Camus Mine qui ment et qui rement encore. Encore et encore. Il est encore en train de mentir jusqu'à présent. Et il y a donc maintenant des associations à gauche, à droite qui se sont levées. Comme on s'est levé également pour le cas Itembe. Et même s'il fait 1 an en prison, les 500 000 là seront payés. Le petit sera libéré avec ses camarades. Ils seront libérés. Et à sa sortie de prison, nous allons tout faire pour trouver une situation normale à ce jeune homme. Il y a eu déjà beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Richard a promis. Il va s'en occuper personnellement. Il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prise de conscience. Même si le régime faisait certaines choses aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut avoir tel problème. À l'instant, il y a une grosse mobilisation sur le problème des X et le problème est résolu. C'est la force des réseaux sociaux. On a arrêté une dame dans un marché parce que elle a volé, tu sais plus quoi, un bunga, une tomate et le cube, tout ça, elle partait préparer pour ses enfants. On l'a arrêté, taper, humilier. Tu vois les gros bras qui sortent pour taper et humilier une femme parce qu'elle a volé des trucs pour aller cuisiner pour ses enfants. Ça n'atteignait même pas 400 francs. Et les gros bras sont là. Au lieu d'aller chasser bien, quand Kamto sort, il dit, allons manifester, ils ne sont pas prêts à aller manifester. Mais ils vont aller taper une femme comme ça et l'humilier. On est d'accord? Taper et l'humilier. Alors qu'ils pouvaient... J'arrive, j'ai compris, j'arrive. Alors qu'ils arrivaient, alors qu'ils pouvaient sortir et se battre contre le régime. Mais ils vont donc sortir leurs gros bras plutôt sur... Hey, il faut pas me saouler, hein. J'ai dit j'arrive là. Putain. Alors que ils pouvaient se lever et résoudre le problème. Excusez-moi pour le gros mot, j'aime pas qu'on m'énerve comme ça. Je finis dans 5 minutes. Au lieu de se lever contre ce régime-là, ils vont aller humilier une dame. Mais la dame, le même jour, on a fait une photo, il y a un Zumanto qui a mis un truc en ligne, les gens ont cotisé, ça a atteint peut-être 300 000 francs. On a donné un fonds de commerce à cette dame, acheté l'huile, le sel et tout ce qu'elle était allée là-bas prendre au marché, voler au marché. On a acheté tout comme ça, là on est venu livrer chez elle, boum, voilà ça. Elle s'est assise là, elle a son petit comptoir aujourd'hui, elle vend. Elle arrive à nourrir ses enfants. Mais il y a des gros bras au quartier incapables de s'en prendre aux gens qui créent et sèment cette pauvreté et même l'entretiennent. Ils sont prêts à aller humilier une dame qui n'a rien demandé. C'est de ça qu'il est question. Quand le président Kamto dit, ok, laissons les jeunes, puisque vous dites que les jeunes, je suis en train de les piéger. Moi-même, je suis papa. Alors, les parents qui ont mon âge, sortez de partout. Venez avec moi. On va descendre ensemble dans les rues. Quand tu as 65 ans, quand il le faisait, je crois, il devait avoir 61, 64, 65, je crois. Mais pourquoi il n'était pas donc là pour manifester avec lui? Mais ce sont ces mêmes parents qui se plaignent de l'insécurité dans leur quartier, que leurs enfants ont eu des diplômes, ils ne travaillent pas, eux-mêmes ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de retraite. Mais les gens pensent qu'on peut développer un pays sans faire des sacrifices. Les gens pensent que la France est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de sacrifices. Les gens pensent que quand vous voyez la Corée du Sud, je ne sais pas, tous ces pays qui sont en train de se développer, vous croyez que c'est le fruit d'un hasard? Non. Non. C'est justement parce qu'il y a eu des gros sacrifices. Il faut qu'à un moment, on soit capable d'avoir aussi nos héros qui vont se sacrifier pour que ce pays-là puisse tenir debout. Voilà, j'ai dit l'essentiel dans ce live. Je vous reviens peut-être dans 30-40 minutes. Je vais faire une deuxième live, n'est-ce pas? Où... je vais m'occuper de Stéphanie Tchombo, la demoiselle qui a osé faire un live insultant sur moi, n'est-ce pas? Je ne me laisserai pas descendre par un moins que rien, sans papier, qui dort encore sur les canapés dans les maisons des gens. Je ne donnerai pas le nom de la vieille chouette avec qui il squatte là sur les canapés. Je ne me mets pas au niveau des racailles pareils, qui sont allés mentir, en Belgique,
qu'il est homosexuel parce qu'il voulait les papiers. La demande d'asile a été refusée. Il quitte là-bas maintenant, il vient en France. Il ne peut pas remettre pied en Belgique à aller faire ce qu'il faisait. Maintenant, il est en France pour venir encore monter des faux dossiers pour demander l'asile. Si tu es en France, tu es un vrai homme, comme moi. Je suis arrivé en France. Un an après, je n'étais plus sans papier. C'était fini, ça. C'est ça qu'on appelle un homme. Tu peux aller convaincre. J'avais déjà ma situation un an après. En France, depuis en Europe, plus de 7 ans, combien d'années, ils sont toujours sans papier, frustrés, jaloux, haineux. Tu sais pas ce qui... ce sont des montagnes de frustration. Et ce qui m'énerve dans ça, c'est qu'ils veulent se passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est souvent ce que j'ai du mal à comprendre. Je refais un live, je vais faire un live tout à l'heure de maxi 15-20 minutes pour remettre certaines choses au clair. Pauvre racaille.